Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 14 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler news crypto et aussi pour parler macro, parler de Jérôme Powell et du sacré discours qu'il nous a fait hier qui a entraîné notamment la macroéconomie US, le Nasdaq, le SP500 en flèche vers le haut et un nouvel ATH du Dow Jones et forcément derrière une accélération du BTC. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de corrélation entre les deux et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas eu le temps de traiter une news qui est très importante, qui est le changement des réglementations de Google sur la publicité autour de la crypto et du Bitcoin. Et notamment, on a eu un changement qui sera effectif fin janvier, qui permet de pouvoir faire des communications autour des ETF spot Bitcoin. Donc très important, on voit que il n'y a pas que nous qui nous préparons justement à cette arrivée, et je pense que en effet, il y aura énormément de communication autour de ça, si ça se lance, et de la façon dans laquelle ça se lance. Donc on voit qu'on a une forme d'engouement, et ça c'est un très très bon signe. C'est un très bon signe que, certainement, Q1 2024, on aura la validation. Après, il y a deux possibilités, soit c'est Q1 2024, soit c'est redéposé pour mars 2024, et validation sur la fin du coup du Q1 2024. Donc là-dessus, il y a les deux possibilités, à savoir qu'il y a deux choses. Il y a la mise en place de la validation, donc le fait que la SEC valide, et ensuite l'arrivée de l'ETF sur le marché. Et ce qui est juste intéressant de voir, c'est comment justement Google par exemple se plie à ce qui est en train de se passer. Si ça n'avait pas été BlackRock, je pense qu'on n'aurait pas eu de changement, on n'aurait pas eu de changement de réglementation, parce que c'est pareil. Pensez bien que là, le changement de Google n'est pas si simple que ça. Ça sous-entend que derrière, le service de compliance a été informé par les différentes autorités que c'était possible. Enfin, comprenez bien que ça veut dire, là, qu'on a une acceptation de la communication autour de l'ETF spot par l'ensemble de la réglementation US. C'est la validation aussi de ce que l'on savait déjà, c'est que dans tous les cas, l'ETF sera validé, quoi qu'il arrive, on n'accepte pas la publicité sur cet ETF pour justement l'interdire par la suite. Donc quoi qu'il arrive, même si on l'interdit dans un court terme, ou en tout cas on rejette la demande court terme, pensez bien qu'il y aura un nouveau dossier qui sera remis et que ce sera validé, quoi qu'il arrive. Autre news, nous avons, ça y est, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les narratifs, et notamment celui du RWA, je vous avais parlé de la possibilité d'avoir certainement sur Trax la mise en place d'un tracker Real World Asset. Ça y est, c'est effectué, il est sorti, je crois aujourd'hui ou hier à 19h, donc il est disponible, dans lequel on retrouve Pundle. Pundle, je vous ai fait une vidéo cette semaine dessus, on retrouve Dusk, Link, TrueFi, Maker, Logic, SNX classique, Chromia aussi, et Maple aussi. Donc on a vraiment une belle, voilà, des beaux projets qui sont dessus, avec derrière, je vous rappelle aussi qu'on a un sur l'intelligence artificielle avec Fetch, Render, Singularity, Ocean et Golem. Donc on a deux trackers qui sont sur des narratifs existants, narratifs que je vous ai couverts en long, en large et en travers. Si vous voulez vous exposer, c'est très simple. Dessus, au moins, c'est un gros avantage. Vous avez le lien en description et en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me poser la question concernant ici cette information pour récupérer le mot de passe nécessaire pour pouvoir y accéder. D'après ce que j'ai compris, ils donnent le mot de passe sur leur Twitter, donc n'hésitez pas à y aller si cette privacité vous intéresse. Et n'hésitez pas à en discuter d'ailleurs sur le Discord, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dessus, et forcément, le Discord est peut-être plus approprié pour en discuter. À côté, on va revenir sur l'information d'hier. C'est le FOMC. Alors, FOMC dans lequel on a eu le taux qui n'a pas bougé, ça on le savait, tout le monde le savait, mais ce qui était intéressant, c'est vraiment la prise de parole de Jérôme Powell,
J'espère que vous l'avez suivi. En tout cas, les retours sont plutôt positifs. Ce qui en ressort, c'est plusieurs choses. C'est que, déjà au niveau des dot plots, donc qui représentent l'évolution potentielle du taux par les différents membres de cette commission, on voit que on commence à avoir une inflexion très forte. Alors que, justement, lors du dernier dot plot, on voyait que on voulait maintenir les taux relativement hauts. Ça y est, on va dire que la prise de position de la Fed de communiquer autour d'une potentielle baisse est bien présente, et il l'a confirmé, la baisse est dans la discussion et sera maintenant au sujet de l'ordre du jour, systématiquement du FOMC. Donc ça veut dire qu'on se rapproche en effet sur la mise en place du pivot de la Fed, et ça a un impact très fort sur les marchés, comme vous avez pu le voir. Certainement, on ira de toute façon, dans tous les cas, dans la partie graphique, l'analyser. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il a rappelé deux choses. C'est que, pour lui, c'est valable uniquement si on continue l'axe de descente au niveau de l'inflation et qu'on se dirige vers les 2%, et qu'il a rappelé qu'il avait une capacité à pouvoir encore agir sur les taux, sur différents autres éléments, pour amener l'inflation dans les 2%. Donc il a rappelé que leur objectif, c'est ça, même si on discute de la baisse des taux, donc c'est plutôt classique en termes de discours, mais ce qui est intéressant de voir, ça va être derrière le CME. Le CME, c'est la représentation des probabilités de l'évolution des taux par les institutionnels, et on voit que déjà ça a beaucoup baissé sur janvier. On était dans les alentours de 90% ici à rester justement neutre, donc avec sans inflexion de taux. Alors là on commence à avoir 20%, donc ça a déjà commencé à diminuer, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on se dirige en dessous des 70% dès mars, et en dessous quasiment au niveau des 65% dès mai. Et je pense que ça va continuer à descendre assez rapidement, donc ça veut dire que le marché est clairement en train de pricer la mise en place de la baisse des taux très rapidement, courant 2024, et peut-être même plus rapidement que ce qui est escompté par justement la Fed, et c'est peut-être là-dessus où il faudra faire attention si jamais on a un décalage trop important entre ce que le marché est en train d'intégrer et la réalité des taux au niveau de la Fed. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons quelques petites informations. Nous avons la BCE qui va essayer de faire la même chose. Clairement, ça ne sera pas lu de la même façon, et ça aura assez peu d'impact. Ce qui va être intéressant, ça va être de surveiller encore une fois l'inscription au chômage hebdomadaire pour voir ce qui est en train de se passer. On a quelques autres petites choses avec les ventes au détail sur novembre, que ce soit principales. Pour le moment, on a assez peu de mouvements. Par contre, ça va être vendredi 15h45 pour le PMI de décembre, où en effet, là, ça sera surveillé, quoi qu'il arrive, et ça va être intéressant de voir est-ce qu'on reste au-dessus de 50. Je pense qu'on sera forcément au-dessus de 50, et ça validera potentiellement l'accélération haussière. L'accélération haussière que l'on voit très bien au niveau de cette bougie. Grosse bougie au niveau du S&P 500, gros momentum qui a été créé sur l'annonce et le discours de la Fed. On voit qu'on a eu vraiment une grosse accélération avec une journée à 2,5%. On n'a pas fait de nouvelle ATH, mais en tout cas, on est en train de consolider au-dessus du niveau très important qu'on avait de juillet 2023, qui était avant d'avoir la respiration en deux temps, dans lequel on a posé ici une zone de retest avant d'avoir l'accélération, donc qui était dans la zone qu'on avait définie à l'époque pour avoir une nouvelle respiration, sauf que là en effet on est en train de casser cette zone-là, qui est un niveau très important, et sur le Dow Jones on a fait un nouvel ATH, sur le Nasdaq on en est vraiment pas loin, je pense que il est possible qu'aujourd'hui on y arrive avec une énorme surextension, avec des énormes bougies, voir si on arrive à maintenir ce rythme-là sur la clôture de cette semaine. Là-dessus, on aura un signal qui sera plutôt bullish, et là il faudra se poser la question, est-ce qu'on est en surachat sur les indices et en surréaction du marché par rapport aux nouvelles que l'on a et aux nouvelles qui sont en train d'être intégrées par le marché? Encore une fois, on se retrouve toujours sur un marché qui a 6 mois, 9 mois d'avance. Est-ce que là, on avait justement cette annonce de discours ici, et qu'on se retrouve potentiellement là dans une nouvelle typologie d'annonce et une probabilité supérieure de la mise en place? Ça pourrait être la mise en place, par exemple, du premier pivot de la Fed. Pourquoi pas, ça me semble quand même relativement court, mais il faut garder en tête qu'on a dans tous les cas une période de surachat dans laquelle on est en train de se diriger. On le voit bien au niveau du RSI, on le voit aussi en termes d'inflexion et d'impulsion. Ce n'est pas un marché qui représente la réalité actuellement économique du pays et de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là par exemple quand on regarde en court terme, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en fait une série de bougies comme ça, qui est suffisamment impulsif pour marquer vraiment une tendance, d'accord? On voit bien qu'on a une série de jours
en vert, dans lequel on n'a pas de retracement. Pareil ici, et on voit que c'est relativement rare. On a quelques petites parties, mais encore, c'est même moins en termes de temporalité. Ça sous-entend aussi que là, on est dans un marché qui est excessivement impulsif et qui réagit très fortement aux différentes nouvelles, surtout de la Fed. On sait très bien que c'est ce qui est scruté par le marché. Et au niveau du pétrole, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que je vous disais qu'on est en train de s'enfoncer, oui, mais on voit qu'on arrive déjà dans une zone d'achat, d'accord? On voit bien que quand on commence à retoucher dans ces zones-là, bon bah c'est systématiquement acheté. Ici, je pense que même si on y retourne, ce sera ensuite acheté, et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce qu'on arrive sur une forme d'accélération de ce style-là, avant de repartir à la hausse, et là on aura une problématique potentielle sur une réaugmentation de l'inflation. La question est combien de temps on va rester là pour pouvoir justement stabiliser l'inflation actuelle et pouvoir absorber l'augmentation du prix du pétrole qui arrivera quoi qu'il arrive. Donc là, ça va être un œil à surveiller, je pense, dans les trimestres qui suivent. On va le garder de côté pour revenir dessus régulièrement. Au niveau du BTC, on a poussé très fort, on a ravalé quasiment une bonne partie du mouvement. On voit qu'on est allé ici retester une grosse partie d'imbalance, hein. Quand on regarde toute cette bougie baissière, on l'a comblée entièrement avec la bougie d'hier et on a ravalé une partie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde court terme, on voit aussi qu'on est allé retester la partie haute de retest qu'on avait. On a la partie basse, la partie haute. On n'a pas eu de réaction sur la partie basse, donc c'est-à-dire qu'on est allé chercher la partie haute. Réaction relativement mitigée, hein. Je vous avoue que là, je suis très déçu par ce qui est en train de se passer et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on fasse un truc comme ça et qu'on reparte à la hausse pour aller chercher potentiellement le gap CME qui a été laissé ici, voire même aller retaper les liquidités supérieures. N'oubliez pas ce que je vous avais dit, c'est que on est dans un range qui est entre 44 000 et 37 000 pour moi, range qui se situe, si on prend un petit peu de recul ici, alors je pense que ici ça se verra peut-être mieux, voilà, haut de range, bas de range, avec potentiellement des extensions pour aller chercher des liquidités supérieures à 38 000 et des liquidités inférieures à ici un petit peu en dessous de 37 000, donc potentiellement 35, 32 000. Pour moi, c'est le range dans lequel on va rester pendant encore un certain temps avant d'avoir vraiment le bull run et la mise en place de l'accélération haussière que l'on attend, ce qui est plutôt classique, hein. Généralement quand on arrive à la proximité du halving, on a cette typologie de mouvement et donc forcément on est préparé. Dans tous les cas, les deux scénarios que j'ai, c'est ici un maintien de cette zone-là, donc des 42 700. Si on tient les 42 700, il y a de grandes possibilités d'avoir une réaccélération haussière. Si par contre on casse les 42 000 et qu'on casse vraiment ici l'order block, parce qu'on a un petit order block qui pourrait avoir lieu, c'est-à-dire pour moi c'est une petite accumulation avec une petite mèche là pour repartir. Là on a un petit setup pour aller chercher un petit peu plus haut, mais si on casse ce niveau-là et qu'on valide en dessous, pour moi on va chercher le gap CME du bas, d'accord? Donc là on validerait un retest baissier pour la deuxième jambe baissière, d'accord? Je vous avais dit que ça, c'était pour moi pas assez fort, pas assez puissant, qu'on n'avait pas assez retracé, et là on a un retracement qui est plutôt cohérent pour avoir une continuité baissière, et qui est le scénario à l'heure actuelle que je privilégie, malgré le fait que on a vraiment très peu de volume, et que clairement la réaction ici est très faible, d'accord, est vraiment très très faible, et je pense que là on est en train de voir est-ce que le marché général, donc c'est-à-dire les actions, sont en train de se positionner suffisamment fort pour avoir un momentum haussier qui est en train de se créer. Est-ce qu'on se retrouve dans une dynamique de construction de produits consolidé? Je ne pense pas, on est encore loin de l'intégration de BTC dans des produits effectifs avec des actions. Par contre, je pense qu'on aura une forme de réallocation qui se fera sur le Nasdaq, sur potentiellement des actifs plus risqués, avec la validation d'un potentiel ETF. Donc on pourra avoir un afflux plus rapide que prévu des liquidités institutionnelles à travers les moyens qui seront mis en place, notamment l'ETF. Au niveau du Total Market 3, très intéressant, c'est qu'on a ravalé entièrement la bougie. Et là, c'est vraiment la différence entre les deux. On voit bien ici que le BTC est en sous-performance par rapport aux altcoins, dans l'accélération haussière que l'on a, ce qui est plutôt positif, et qui nous valide en fait un certain nombre de choses. Qui est confirmé par notre ruban, dans lequel, si on dépasse les 120, 125, on est en surperformance. Si on est en dessous des 95, généralement, on est en sous-performance, et c'est la représentation ici des altcoins par rapport au BTC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même une majorité qui sont sur performance, on a une majorité, enfin vraiment la majorité plutôt, qui sont dans le biais du BTC, donc qui sont à peu près identiques, et on a quand même
un certain nombre de cryptos qui sont sur performance et un certain nombre de cryptos qui sont sous performance mais qui sont bien moindres. Alors le petit en bas là c'est DXY mais qui est plutôt classique, hein. Il y a eu une grosse libération de tokens, donc forcément on a une pression baissière qui est très forte, ce qui est plutôt normal. Et après on a quand même certaines cryptos comme ça c'est ING je pense, je ne dis pas de bêtises, à l'habitude, oui c'est ça, c'est ING, dans lequel on a vraiment une surperformance et une surspéculation autour de ce projet-là, dans lequel, malgré l'inflexion ici que l'on a pu avoir par rapport à la baisse BTC, on voit qu'on a vraiment une surperformance, et ça permet de voir en fait l'état général du marché, et plus on a en fait un écart entre les différentes cryptos qui s'effectuent entre celle du bas et celle du haut, ça veut dire qu'on a une surspéculation, et donc derrière, une surperformance de l'ensemble du marché des altcoins par rapport au BTC, donc on a une absorption de la liquidité qui est en train de se faire. Au niveau de l'order flow, deux choses qui sont intéressantes et importantes à noter, c'est que on avait vu déjà que on avait ici un cut de hedge qui avait eu lieu, la cassure haussière que l'on avait là, c'est les personnes prenaient des profits sur leur short, et on voit ici une baisse, une inflexion au niveau des longues. Ce n'est pas forcément une prise de profit, hein, d'accord, sur les positions, mais plus pour moi, parce qu'on voit quoi? On voit l'augmentation de l'open interest qui se valide, donc pour moi c'est plus l'inflexion qui est en cours par rapport à la mise en place d'un nouveau hedge qui est en train de se faire, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai toujours un biais d'une continuité baissière, c'est en tout cas ce qui est en train de montrer, ce qui est en train de se positionner au niveau des top traders sur leur position à eux. Au niveau de la liquidité, on est allé chercher la liquidité classique dans cette zone-là, on a renforcé la liquidité en haut, renforcé la liquidité en bas. Ce qui est surtout intéressant pour moi, ça va être ici, hein, sur Kingfisher. On voit bien qu'on a le gros bloc de liquidité au-dessus, juste au-dessus de la zone où on s'est arrêté, donc qui correspond d'ailleurs, je pense, à un petit niveau de gap qu'on a. Et ensuite, on a la liquidité inférieure dans laquelle on a recréé la liquidité juste en dessous ici de la zone qu'on a poussée, d'accord? On oublie, là on a une fausse mèche, ça n'existe pas, mais ça n'empêche qu'on a vraiment cette zone intéressante, on est en train de créer, voilà, globalement, un élément propice pour avoir une accélération haussière ou une accélération baissière, peu importe, on est en train de comprimer la liquidité autour de la zone de ranging, et ce qui est plutôt positif pour le BTC, pour un retour de la volatilité. Autre chose au niveau des CVD, je surveille vraiment le CVD perp, parce qu'on commence à avoir un scénario qui ressemble à ça, encore un petit peu loin, mais on s'y rapproche, donc je surveille vraiment pour aller chercher potentiellement cette accélération. Encore une fois, cette surexposition qu'on pourra avoir au niveau du BTC pour aller chercher la liquidité au-dessus des niveaux clés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne, et surtout, ça me fait très plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de Métis.